Chapitre 5. Nico régale les morts. Au moins, j'ai pu faire le plein de sommeil avant la quête, vous allez me dire. Faux. Cette nuit-là, mes rêves m'ont emmené dans la cabine d'apparat du princesse Andromède. Les fenêtres étaient ouvertes sur la mer, éclairées par la lune. Un vent froid fouettait les rideaux de velours. Luc était accroupi sur un tapis persan, devant le sarcophage en or de Chronos, au clair de lune. Ses cheveux blonds paraissaient blancs-neige. Il portait un chiton, la tunique de la Grèce antique, et une sorte de cape blanche, l'imation, drapée sur les épaules. Ses vêtements immaculés lui donnaient l'air intemporel, presque irréel, des dieux mineurs de l'Olympe. La dernière fois que je l'avais vu, il gisait, inconscient, les os brisés après une méchante chute du haut du mont Dame. Là, il paraissait en pleine forme, en trop bonne forme presque. Nos espions signalent d'importants progrès, Seigneur, a-t-il dit. La colonie des Sans-Mêlés lance une quête, comme tu l'avais prédit. Notre part du marché est presque accomplie. Parfait. La voix de Chronos ne résonnait pas à mes oreilles, mais directement dans mon esprit, qu'elle transperçait comme un poignard. Elle était d'une cruauté glaciale. Quand nous aurons trouvé le moyen de nous repérer, je mènerai l'expédition moi-même. Luc a fermé les yeux pour rassembler ses pensées. C'est peut-être trop tôt, Seigneur, a-t-il dit. Peut-être que Krios ou Hyperion devraient mener. Non. La voix était calme, mais d'une fermeté absolue. C'est moi qui mènerai. Un cœur de plus se joindra à notre cause, et cela suffira. Je quitterai pleinement le Tartare, enfin. Mais le corps, Seigneur, a commencé Luc d'une voix qui tremblait. Montre-moi ton épée, Luc Castellan. Une décharge m'a traversée. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu le nom de famille de Luc. Je ne m'étais même pas demandé comment il s'appelait. Luc a dégainé son épée, la double lame de perfide, moitié acier, moitié bronze céleste, à lui d'un éclat cruel. Cette épée avait failli me tuer à plusieurs reprises. C'était une arme maléfique qui pouvait oxyre aussi bien les mortels que les monstres. C'était la seule épée que je redoutais vraiment. Tu t'es donné à moi par serment, a rappelé Chronos à Luc. Tu as accepté cette épée comme preuve de ton engagement. Oui, Seigneur, c'est juste que tu voulais le pouvoir. Je te l'ai accordé. Nul ne peut te nuire aujourd'hui. Bientôt, tu régneras sur le monde des dieux et des mortels. Ne désires-tu pas te venger? Voir l'Olympe détruite? Un frisson a secoué la silhouette de Luc. Si. Le cercueil s'est mis à briller, emplissant la pièce d'une lumière dorée. Alors prépare tes troupes. Aussitôt ce marché conclu, nous irons de l'avant. 1. Réduire la colonie des Sans-Mêlés en cendres. Et 2. Une fois ces enquiquineurs éliminés, nous attaquerons l'Olympe. À ce moment-là, on a frappé à la porte de la cabine. La lumière du cercueil s'est éteinte. Luc s'est relevé. Il a regainé son épée, rajusté les pans de ses habits blancs et respiré à fond. Entrez! La porte s'est ouverte. 2 dracaïnas, des femmes serpents, dotées d'un double corps de serpent en guise de jambes, sont entrées en ondulant. Kelly, la pom-pom girl en bousa de ma journée d'orientation au collège, se trouvait entre elles deux. Bonjour, Luc, a dit Kelly en souriant. C'était une bombe dans sa robe rouge, mais je connaissais son véritable aspect. J'avais vu ce qu'elle cachait. 2 jambes dépareillées, des gros, des yeux et des cheveux rouges vifs. Qu'est-ce que tu veux, la démone? A dit Luc d'une voix froide. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Kelly a fait une petite moue boudeuse. C'est pas gentil de me parler comme ça. Tu m'as l'air tendu. Tu veux que je te fasse un bon petit massage des épaules? Luc a reculé d'un pas. Si tu as quelque chose à signaler, je t'écoute. Autrement, va
ce garçon à Seattle. Mais il ne comptait pas pour moi, a dit Kelly. Juste un amuse-gueule, rien de plus. Tu sais que je n'aime que toi, Luc. Merci, mais je ne suis pas intéressée. Maintenant, présente ton rapport ou sors. Kelly a haussé les épaules. Très bien, l'avant-garde est prête, comme tu l'as demandé. Nous pourrons partir. Elle s'est interrompue, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a lui a demandé Luc. Une présence. Tes sens s'émoussent, Luc. Il y a quelqu'un qui nous observe. La démone a balayé la cabine du regard. Ses yeux se sont arrêtés à ma hauteur, et son visage s'est alors ratatiné comme celui d'une vieille sorcière. Elle a retroussé les lèvres sur ses crocs et bondit vers moi. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à se rompre. J'aurais juré que les crocs de l'embousa étaient à 2 doigts de ma gorge. Tyson ronflait dans l'autre lit, et l'entendre m'a un peu apaisée. J'ignorais comment Kelly pouvait percevoir ma présence dans un rêve, mais j'en avais entendu plus que je ne le souhaitais. Une armée était levée. Chronos en prendrait le commandement en personne. Il ne leur manque plus qu'un moyen de se repérer dans le labyrinthe, et ils envahiraient la colonie des Sans-Mêlés et la détruiraient. Visiblement, Luc pensait que ça se ferait très prochainement. J'étais tentée d'aller réveiller Annabeth pour tout lui raconter, même si on était au beau milieu de la nuit. Je me suis alors rendu compte qu'il faisait anormalement clair dans le bungalow. Une lueur vert bleutée montait de la fontaine d'eau de mer, plus vive et plus insistante que la veille. L'eau fredonnait presque. Je suis sortie de mon lit pour aller voir. Cette fois-ci, aucune voix ne s'est élevée pour me demander de l'argent. J'ai eu l'intuition que la fontaine attendait que je fasse le premier pas. J'aurais sans doute dû retourner me coucher, mais j'ai repensé aux images troublantes que j'avais vues la nuit précédente. Nico, sur les berges du Styx. Tu essaies de m'indiquer quelque chose, ai-je dit à la fontaine. Pas de réponse. Bien, montre-moi Nico, dit Angelo. Je n'ai même pas lancé de pièces de monnaie, mais ça n'avait pas d'importance cette fois-ci. J'avais le sentiment qu'une force autre qu'Iris, la déesse des messages, avait pris le contrôle de l'eau. La surface de la vasque a scintillé. Nico est apparu, mais il n'était plus aux enfers. Il était dans un cimetière, sous le ciel étoilé. D'immenses saules se dressaient tout autour de lui. Il surveillait le travail d'un groupe de fossoyeurs. J'ai entendu des coups de pêche et vu des pelletées de terre jaillir d'un trou. Il faisait chaud et humide, et des grenouilles coassaient. Nico avait un grand sac en plastique à ses pieds. « C'est pas assez profond là ?» a-t-il demandé d'une voix irritée. « Presque, Seigneur. » La créature qui lui répondait était le fantôme que j'avais vu avec Nico la fois d'avant, cette même silhouette lumineuse et évanescente. « Mais je t'assure, Seigneur, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Je suis là pour te conseiller. Je veux l'avis de quelqu'un d'autre. » Nico a claqué des doigts, et les fossoyeurs ont cessé de creuser. 2 formes ont émergé du trou. Ce n'étaient pas des gens, c'étaient des squelettes vêtus de haillons. « Vous pouvez disposer, » a dit Nico. « Je vous remercie. » Les squelettes se sont effondrés, réduits à 2 tas d'os. « Autant remercier les pêches, » a bougonné le fantôme. « Elles ont au moins autant de bon sens. » Nicole a ignoré. Il a plongé la main dans son sac et en a sorti un pack de 12 boîtes de coca. Il en a ouvert une, mais au lieu de la boire, il l'a vidée dans la tombe. « Que les morts retrouvent le goût, » a-t-il murmuré. « Qu'ils se lèvent et acceptent cette offrande, qu'ils retrouvent le souvenir. » Sur ces mots, il a jeté les autres boîtes dans la tombe et sorti un sac en papier blanc avec des dessins dessus. Je n'en avais pas vu depuis des années, mais je l'ai reconnu. C'était un Happy Meal de chez McDonald's. Nico a versé son contenu, des frites et un hamburger, dans la tombe. De mon temps, a bougonné le fantôme. On utilisait du sang d'animal et ça faisait parfaitement l'affaire. Il ne voit pas la différence. Je veux les traiter avec respect, a rétorqué Nico. Donne-moi le cadeau au moins,
a plaidé le fantôme. Tais-toi, a ordonné Nico. Il a vidé un autre pack de coca et 3 Happy Meals de plus dans la tombe, puis s'est mis à psalmodier en grec ancien. Je n'ai saisi que quelques mots. En gros, il était question des morts, des souvenirs et des retours d'autres tombes. Rien que des trucs sympas. L'intérieur de la fosse s'est mis à bouillonner. Une mousse brune est montée à la surface, comme si le trou se remplissait entièrement de soda. Le brouillard s'est épaissi, les grenouilles se sont tues. Des dizaines de silhouettes ont surgi peu à peu entre les pierres tombales. Des formes bleutées, vaguement humaines. Nico avait invoqué les morts avec du coca et des cheeseburgers. Ils sont trop nombreux, a dit le fantôme d'un ton inquiet. Tu ne mesures pas tes propres pouvoirs. Je maîtrise la situation, a affirmé Nico, mais sa voix était chancelante. Il a dégainé son épée, une lame courte, en métal dense et noir. Je n'en avais jamais vu de pareil. Ce n'était ni du bronze céleste, ni de l'acier. Du fer peut-être. Les ombres ont reculé à sa vue. Un par un, a ordonné Nico. Une silhouette s'est détachée du groupe et s'est avancée en flottant. Elle s'est agenouillée devant la fosse pleine de soda et s'est mise à boire bruyamment. Avec ses mains spectrales, elle piochait des frites. Quand elle s'est relevée, j'ai pu la voir bien plus distinctement. C'était un ado, en armure grecque. Il avait les cheveux bouclés et les yeux verts. Un fermoir en forme de coquillage retenait la cape drapée sur ses épaules. « Qui es-tu » a demandé Nico. « Parle. » Le jeune a froncé les sourcils, comme s'il devait faire un effort pour s'en souvenir. Puis, il a pris la parole, d'une voix de papier froissé. « Je suis Thésée. »« Impossible, ai-je pensé. Pas le célèbre Thésée. C'était un ado. Toute mon enfance, j'avais entendu raconter les aventures de Thésée et le Minotaure, tout ça. Et j'avais toujours imaginé un type costaud et baraqué. Le fantôme que j'avais sous les yeux n'était ni fort, ni grand, et il avait pas l'air plus âgé que moi. « Comment puis-je faire revenir ma sœur » a demandé Nico. Les yeux de Thésée étaient ternes et sans vie, comme de morceaux de verre. « N'essaie pas, a-t-il dit. C'est de la folie. Réponds-moi, c'est tout. Mon beau-père est mort, a raconté Thésée. Il s'est jeté à la mer parce qu'il croyait que j'avais péri dans le labyrinthe. J'ai voulu le ramener à la vie, mais je n'ai pas pu. » Le fantôme a glissé à Nico dans un murmure rauque. « L'échange d'âme, Seigneur, interroge-le là-dessus. » Le visage de Thésée s'est crispé. « Je connais cette voix, a-t-il dit. Mais non, idiot, s'est écrié le fantôme. Contente-toi de répondre aux questions du Seigneur. Je te connais, a insisté Thésée qui semblait faire de gros efforts pour se souvenir. Je veux que tu me parles de ma sœur, a repris Nico. Cette quête dans le labyrinthe m'aidera-t-elle à la retrouver? Thésée cherchait le fantôme du regard, mais ne parvenait pas à le voir. Lentement, il a ramené les yeux sur Nico. Le labyrinthe est traître. Une seule chose m'a permis d'en sortir vivant, c'est l'amour d'une mortelle. Le fil n'était qu'un élément de la réponse. C'est la princesse qui m'a guidée. On n'a pas besoin de tout ça, a dit le fantôme. Je vous guiderai, Seigneur. Demande-lui si c'est vrai l'échange d'âmes, il te le dira. Une âme pour une âme, a demandé Nico. Est-ce vrai? Je dois dire que oui. Mais le spectre... Contente-toi de répondre, valet, a lancé le fantôme. Soudain, tout autour de la fosse, les autres morts se sont agités. Des murmures inquiets ont parcouru leurs rangs. Je veux voir ma sœur, a insisté Nico. Où est-elle? Il vient, a dit Thésée d'une voix craintive. Il a perçu ton appel. Il s'en vient. Qui? A demandé Nico. Il vient trouver la source de ce pouvoir. Tu dois nous libérer. L'eau de ma fontaine s'est agitée, vibrante de pouvoir. Je me suis rendu compte que le bungalow entier tremblait. Le grondement s'est intensifié. L'image de Nico est devenue de plus en plus vive, jusqu'à m'éblouir douloureusement.
Arrêtez, arrêtez, ai-je dit tout haut. La fontaine s'est fissurée. Tyson a grogné dans son sommeil et s'est retourné. Une lumière violette projetait maintenant d'horribles ombres spectrales sur les murs du bungalow, comme si les morts tentaient de s'enfuir par la fontaine. À court de ressources, j'ai dégainé turbulence et pourfendu la vasque. L'eau de mer a giclé dans toute la pièce, tandis que deux moitiés en pierre éclataient en 1000 morceaux par terre. Tyson ronflait et grognait de plus belle, mais il continuait de dormir. Je me suis affaissée au sol en tremblant, sous le choc de ce que j'avais vu. C'est là que Tyson m'a trouvé au petit matin, les yeux encore rivés sur les débris de la fontaine. Juste après l'aurore, le groupe chargé de la quête s'est retrouvé au point de Zeus. J'avais préparé mon sac à dos, un thermos plein de nectar, un petit sac d'ambroisie, un tapis de couchage de la corde, des vêtements, des torches électriques et plein de piles. Je portais le bracelet montre bouclier magique que Tyson avait fabriqué pour moi. C'était une belle matinée. Le brouillard s'était dissipé. Le ciel était bleu, sans nuages. Les autres pensionnaires allaient suivre leur cours aujourd'hui. Ils monteraient à dos de Pégase, s'entraîneraient au tir à l'arc, escaladeraient le mur de lave. Et nous, pendant ce temps, on s'enfoncerait dans les entrailles de la terre. Genièvre et Grover se tenaient à l'écart du groupe. Genièvre avait pleuré de nouveau, mais elle faisait de son mieux pour se maîtriser maintenant, par égard pour Grover. Et elle n'arrêtait pas de lui arranger ses vêtements, rajustant sa casquette de rasta, enlevant un poil de chèvre qui traînait sur sa chemise. Comme nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait, il s'était habillé en humain, avec sa casquette pour couvrir les cornes, un jean et de faux pieds pour cacher ses pattes de chèvre. Chiron, Quintus et Kitty O'Leary se trouvaient parmi les pensionnaires qui étaient venus nous souhaiter bonne chance. Mais il y avait trop d'activités autour de nous pour que cela ressemble à de joyeux au revoir. Deux tentes avaient été dressées près des rochers, comme postes de garde. Beggendorf et ses frères et sœurs dressaient une ligne de défense hérissée de pics et bordée de fossés. Chiron avait décidé que nous devions surveiller l'entrée du labyrinthe en permanence, au cas où. Annabeth vérifiait une dernière fois son équipement. Quand nous l'avons rejointe, Tyson et moi, elle m'a regardé en fronçant les sourcils. « Percy, tu as une mine épouvantable. »« Il a tué La Fontaine la nuit dernière, » lui a confié Tyson. « Quoi ?» Avant que je puisse lui expliquer, Chiron s'est approché de notre petit groupe. « Eh bien, vous avez l'air prêt à partir. » Malgré ses efforts pour parler avec entrain, j'ai senti qu'il était inquiet. Je ne voulais pas renforcer ses craintes, mais j'ai repensé à mon rêve de la nuit passée. Et sans me laisser le temps de changer d'avis, j'ai dit « Chiron, je peux te demander un service pendant mon absence ?»« Bien sûr, mon garçon. Je reviens tout de suite, les gars. » D'un mouvement du menton, j'ai désigné les bois. Chiron a haussé un sourcil, mais il m'a suivi. La nuit dernière, lui ai-je confié, une fois assez loin pour que mes camarades ne m'entendent pas, j'ai rêvé de Luc et de Chronos. Je lui ai raconté ce que j'avais vu dans tous les détails. La nouvelle a paru l'accabler. C'est ce que je redoutais, a dit Chiron. Dans un combat mené par mon père, Chronos, nous n'aurions aucune chance. Il était rare que Chiron appelle Chronos son père. Bien sûr, nous savions qu'il l'était. Dans le monde grec, il y avait des liens de parenté entre tout le monde, dieu, monstre ou titan, mais ce n'était pas à proprement parler quelque chose dont Chiron se vantait. À propos, mon père est le seigneur des titans maléfiques et omnipotents, et il veut détruire la civilisation occidentale. Quand je serai grand, je veux être comme lui. Tu sais ce qu'il voulait dire en parlant de marché, lui ai-je demandé. Je n'en suis pas sûre, mais j'ai peur qu'il veuille passer un accord avec Dédale. Si le vieil inventeur est toujours en vie, si des millénaires à errer dans le labyrinthe ne l'ont pas rendu complètement fou, Chronos est capable de gagner qui il veut à sa cause. Pas qui il veut, ai-je promis. Chiron a souri avec effort. Non, peut-être pas qui il veut, mais prends garde, Percy. Depuis quelque temps, je me demande si Chronos n'aurait pas une autre raison de chercher Dédale que de lui soutirer un moyen de se repérer dans le labyrinthe, et cela m'inquiète.
qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'autre de Dédale? On en a parlé avec Annabeth. Tu te rappelles ce que tu m'as dit sur ta première visite du princesse Andromède, la première fois que tu as vu le cercueil en or? J'ai hoché la tête. Luc parlait de ramener Chronos. Il disait que des petits morceaux du titan apparaissaient dans le sarcophage chaque fois qu'une nouvelle recrue adhérait à sa cause. Et qu'allait-il faire, d'après Luc, une fois Chronos entièrement reconstitué? Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Il a dit, ai-je répondu, qu'il lui fabriquerait un nouveau corps digne des forges d'Héphaïstos. Exact, a confirmé Chiron. Dédale est le plus grand inventeur de tous les temps. Il a créé le labyrinthe, mais ça ne s'arrête pas là. Il a aussi à son actif des automates, des machines pensantes. Et si Chronos voulait que Dédale lui fabrique une nouvelle enveloppe? Quelle perspective réjouissante! Il faut qu'on soit les premiers à trouver Dédale, ai-je dit, et qu'on le dissuade de servir Chronos. Le regard de Chiron s'est perdu dans les arbres. Il y a autre chose que je ne comprends pas. Cette histoire d'une dernière âme qui se rallierait à leur cause. Cela ne présage rien de bon. Je ne lui ai pas dit, mais je me suis senti coupable. J'avais décidé de ne pas révéler à Chiron que Nico était le fils d'Hadès. Mais cette histoire d'âme, et si Chronos savait pour Nico, s'il parvenait à le rallier à sa cause, cela suffisait presque à me donner envie de dire la vérité à Chiron. Mais je me suis abstenue. Je ne savais pas si Chiron y pouvait quelque chose de toute façon. C'était à moi de trouver Nico, à moi de lui expliquer la situation et de le convaincre. Je ne sais pas, ai-je fini par répondre, mais Genièvre m'a dit quelque chose qu'il faudrait peut-être que tu saches. Et je lui ai raconté que la dryade avait vu Quintus traîner entre les rochers. Cela ne m'étonne pas, a dit Chiron en contractant les mâchoires. Ça ne... Tu veux dire que tu étais au courant? Percy, quand Quintus s'est présenté à la colonie pour offrir ses services, j'aurais été un imbécile si je n'avais conçu aucun doute à son égard. Alors pourquoi tu l'as pris? Parce que parfois, quand tu te méfies de quelqu'un, il vaut mieux l'avoir sous la main pour pouvoir le surveiller. Il n'est pas exclu qu'il soit ce qu'il prétend, un sang mêlé en mal d'un foyer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien fait ouvertement pour me faire douter de sa loyauté. Mais crois-moi, je vais le tenir à l'œil. Annabeth nous a rejoints. Elle devait se demander ce qu'on fabriquait. T'es prêt, Percy? J'ai fait oui de la tête. Ma main a glissé dans ma poche, et j'ai senti entre mes doigts le sifflet de glace que Quintus m'avait offert. Tournant la tête, j'ai vu que le maître d'épée m'observait attentivement. Il m'a adressé un geste d'adieu. Nos espions signalent d'importants progrès, avait dit Luc, le jour même où on avait décidé de lancer une mission. Luc en avait été informé. Soyez prudents, nous a dit Chiron, et bonne chasse. Toi aussi, ai-je répondu. Annabeth et moi sommes retournés devant les rochers, où nous attendaient Grover et Tyson. J'ai regardé la fente entre les pierres, l'entrée qui allait nous engloutir. Bon, a fait Grover d'une voix tendue. Ben, au revoir le soleil. Bonjour les cailloux, a embrayé Tyson. Et tous les quatre, nous sommes descendus dans le noir.